les enquêteurs, ce qui prouve que quand la police peut travailler dans des bonnes conditions, elle travaille avec efficacité. Un souffle coupé, puis une phrase qui claque comme une gifle dans le silence. La Belle et la Bête. Version moderne. En quelques mots, Éric Zemmour a ravivé une blessure que beaucoup croyaient oubliée. Pourquoi, près de 20 ans après, revient-il pour dévoiler ce qu'il appelle la vérité cachée sur Adriana et Christian Karembeu? Qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à briser son silence et à révéler des secrets que personne n'avait demandé, mais qui pourraient, une fois de plus, rouvrir des plaies? Derrière cette comparaison qui a choqué toute une génération, derrière ce mépris masqué en analyse, se cache une histoire bien plus sombre, un regard qui en dit davantage sur lui que sur ce couple emblématique. Et tandis que les Karembeu ont choisi la dignité du silence, lui revient avec des mots qui dérangent, qui divisent, qui interrogent. Éric Zemmour, révélations, blessures et vérités déformées. Mais comment cet homme, devenu l'une des voix les plus visibles et les plus redoutées du paysage médiatique français, a-t-il construit cette image de polémiste incontournable qui façonne encore aujourd'hui chaque mot qu'il prononce? Alors une question demeure, lancinante, presque obsédante. Qu'est-ce qui a vraiment poussé Éric Zemmour à revenir des années plus tard sur l'histoire intime d'un couple qui ne lui avait rien demandé? Pourquoi raviver ce qu'il appelle aujourd'hui des vérités trop longtemps tues, comme si un poids invisible l'avait contraint au silence, avant de le briser avec fracas? Pour comprendre cette sortie tardive, il faut remonter bien plus loin. Dans l'ombre de l'homme public, au cœur de ses blessures, de ses obsessions, de ses frustrations les plus secrètes. Car derrière chaque phrase qu'il prononce, derrière chaque comparaison qui choque, il y a souvent chez lui un écho intérieur. Dans les années 90, Adriana et Christian Karembeu représentent un symbole lumineux dans une France qui se rêve, plus ouverte, plus métissée, plus confiante en son futur. Elle, icône de beauté internationale, silhouette longiligne, sourire solaire, devenu l'un des visages les plus aimés d'Europe. Lui, champion du monde, joueur discret, humble, admiré pour sa sérénité et sa dignité. Ensemble, ils incarnaient en bien plus qu'un couple. Ils étaient une histoire, une fierté, une vitrine éclatante de réussite et d'amour partagé. Et c'est précisément cette image radieuse qui rend les mots de Zemmour si tranchants, si brutaux. Le qualifier de Belle et la Bête, comme s'il s'agissait d'une fable grotesque, c'était réduire deux êtres humains à des symboles, les enfermer dans une vision archaïque du monde. Cette phrase, devenue tristement culte, n'est pas née du hasard. Elle est sortie comme un éclat, comme une déchirure, révélant quelque chose de plus profond. Un malaise intérieur qui dépasse largement le cadre des Karembeu. Ceux qui connaissent Zemmour depuis des décennies décrivent un homme complexe, pétri de contradictions, déchiré entre admiration et ressentiment, entre fascination et rejet. Et si, derrière cette comparaison si violente, se cachait en réalité une blessure plus intime, une angoisse personnelle, un rapport difficile à l'amour, à l'image, à l'identité? Car à cette époque, Zemmour traverse l'un des moments les plus tourmentés de sa vie professionnelle. Ses livres divisent, ses chroniques déclenchent polémique sur polémique, et son visage s'installe sur les écrans comme celui d'un homme qui dérange autant qu'il attire. Le public français, notamment les plus de 45 ans, le regarde avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, se demandant s'il incarne un miroir brut de leur époque ou un porte-voix des fractures les plus sombres du pays. Sous cette exposition permanente, l'homme, lui, s'effrite par endroits. On raconte qu'il vivait ces années-là dans une solitude paradoxale, entouré de micros, mais profondément seul. Alors quand il évoque aujourd'hui les Karembeu, en brisant le silence, ce n'est peut-être pas seulement leur histoire qu'il raconte, c'est aussi la sienne, en creux. Une histoire faite de crises existentielles, de combats intérieurs, d'une quête acharnée de reconnaissance. Ces révélations, qu'il promet choquantes, semblent moins tenir du secret d'autrui que du déballage de ses propres failles. Car chaque fois qu'il croit analyser les autres, il finit malgré lui par s'exposer. Dans ses confidences récentes, Zemmour laisse entendre qu'il existe des choses que le public ignore sur ce couple mythique. Mais au fil de ses mots, affleure un autre récit, celui d'un homme qui s'identifie malgré lui à ce qu'il critique. La réussite, la beauté, la stabilité, l'amour inconditionnel,
tout ce que représentaient Adriana et Christian, tout cela semble réveiller chez lui un mélange de nostalgie et d'amertume. Comme si, en les pointant du doigt, il cherchait en réalité à comprendre ce qui lui a échappé, ce qu'il n'a jamais réussi à atteindre. Et cette blessure, longtemps enfouie, se manifeste dans ses silences comme dans ses éclats. Ceux qui ont travaillé avec lui à l'époque se souviennent d'un homme nerveux, tendu, rongé par le besoin de prouver qu'il avait raison, même au prix d'un scandale. Il savait que chacun de ses mots pouvait blesser, mais peut-être que dans ces années de tumulte, il ne savait plus comment faire autrement. Aujourd'hui encore, lorsqu'il revient sur les Carimbeux, son regard s'assombrit, comme s'il voyait dans ce couple la représentation d'un idéal qui le dépasse, qui le bouscule, qui lui rappelle ses propres manques. Alors que va-t-il réellement révéler ? Quels sont ses secrets qu'il annonce avec gravité, comme s'il cherchait à se libérer d'un fardeau ? Et surtout, ces secrets parlent-ils vraiment d'eux, ou parlent-ils de lui ? À mesure que sa voix se durcit, que ses phrases s'allongent, c'est son propre passé qui remonte, ses propres chutes, ses nuits de doute, ses combats solitaires. Et peut-être que pour la première fois, il laisse entrevoir ce que beaucoup n'avaient jamais perçu. Non pas la force d'un polémiste sûr de lui, mais la fragilité d'un homme qui a longtemps vécu dans le fracas, incapable d'échapper à ses propres ombres. Ce récit, au fond, n'est pas seulement celui des Carimbeux. C'est celui d'une époque, d'un pays et d'un homme qui n'a jamais vraiment su trouver sa place. Et alors qu'il prétend dévoiler la face cachée d'un couple mythique, c'est sa propre vulnérabilité qui commence à se dessiner, lentement, douloureusement, comme une vérité qu'il ne peut plus retenir. Mais à mesure que Zemmour avance dans ses révélations, une question s'impose, plus pressante encore. Et si cette polémique n'était que la surface visible d'un malaise bien plus profond ? Car dès que l'on plonge dans l'histoire médiatique du couple Carimbeux, on découvre un territoire où l'admiration populaire, les fantasmes collectifs et les obsessions politiques se heurtent avec une violence presque inévitable. Pendant des années, Adriana et Christian ont incarné ce que la France aimait regarder. La beauté éclatante et la force tranquille, le conte moderne d'un mannequin international tombant amoureuse d'un footballeur timide, discret, presque effacé, en dehors du terrain. Leur image était rassurante, presque apaisante. Mais dans le monde des chroniqueurs, cette harmonie devenait une cible. Trop parfaite, trop lumineuse pour ne pas être déformée, interrogée, instrumentalisée. Dans ce paysage médiatique où chaque mot peut devenir une arme, Éric Zemmour, déjà connu pour ses positions tranchées, voit dans ce couple une opportunité ou un prétexte. Quand il écrira, en 2014, que les Carimbeux représentent un couple Benetton, il ne cherche pas à comprendre leur histoire, il s'en sert. Ce n'est pas un portrait, c'est un détournement, une manière de réduire un amour authentique en simple illustration d'une théorie préfabriquée. Et pourtant, derrière ces attaques, il y avait plus que de la provocation. Il y avait un aveu implicite. Zemmour observait ce couple avec un mélange étrange de fascination et de rejet. Fascination pour ce qu'ils incarnaient, rejet pour ce qu'ils contredisaient dans son propre récit du monde. Le métissage, la réussite, l'ouverture, autant de thèmes qui réveillaient chez lui un tumulte intérieur, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Lorsqu'il parle du fantasme du métissage, ce n'est pas seulement la société qu'il questionne, c'est lui-même, sa vision, ses peurs, ses limites. Et c'est sans doute cela qui rend ses propos si abrasifs, si tranchants. À travers eux, ce n'est pas le couple qu'il attaque, mais une idée qu'il croit menaçante, une image qu'il ne parvient pas à intégrer à son propre système. Le public, toutefois, voit bien la différence. D'un côté, un couple dont l'amour a grandi loin des projecteurs les plus agressifs, qui n'a jamais eu besoin de répondre aux polémiques pour exister. De l'autre, un homme qui, malgré sa carrière fulgurante, semble se débattre avec ses propres contradictions. Lorsque Zemmour revient aujourd'hui sur cette histoire, lorsqu'il promet des secrets choquants, la sensation étrange persiste. Est-ce vraiment des Carimbeux qu'il parle, ou de ce que leur union représentait pour lui ? À l'époque déjà, ces mots avaient provoqué une onde de choc. Des réactions indignées avaient afflué, non seulement de la part de celles et ceux qui admiraient le couple, mais aussi de Français plus âgés, souvent silencieux, qui y voyaient la preuve que le débat public se dégradait. Beaucoup se demandaient comment un chroniqueur pouvait, en quelques phrases, transformer un amour paisible en champ de bataille idéologique.
Comment un couple qui n'avait jamais rien revendiqué pouvait devenir malgré lui l'emblème d'une lutte politique qui ne lui appartenait pas. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ces propos laissaient entrevoir une fissure bien plus intime chez Zemmour lui-même. Une fissure qu'il n'a jamais assumée, jamais nommée, mais que ses proches décrivent comme une forme de crise silencieuse. À mesure que sa notoriété grandissait, à mesure que ses phrases devenaient plus dures, plus serrées, plus coupantes, sa vie personnelle, elle, semblait vaciller. Les longues heures d'antenne, les débats enflammés, les polémiques quotidiennes l'entraînèrent dans un cercle où l'adrénaline remplaçait peu à peu la stabilité. En 2014, quand il écrit ces lignes sur les carambeux, il n'est pas seulement un polémiste en pleine ascension, il est un homme au bord d'un basculement. Pression médiatique, solitude intérieure, combat politique qui le dévore. Ces mots alors portent la marque d'une fragilité que lui-même n'osait pas reconnaître. Et c'est précisément cette fragilité qui ressurgit aujourd'hui lorsqu'il brise son silence, lorsqu'il évoque, avec une émotion contenue mais palpable, les dessous de ce qu'il appelle désormais l'affaire Carambeu. Il ne révèle pas seulement des faits, il se dévoile. On perçoit dans sa voix une tension, un tremblement presque imperceptible, comme si cette histoire, qu'il croyait maîtriser, continuait de le poursuivre, de l'interroger, de le hanter. Il confesse alors qu'à cette période, il traversait ce qu'il décrit comme une zone de turbulence intérieure. Des remises en question, des angoisses, des nuits blanches, et le couple Carambeu, que toute la France admirait, devient malgré lui un miroir. Un miroir cruel peut-être, mais un miroir tout de même. Leur bonheur contrastait avec son agitation, leur unité soulignait sa dispersion, leur lumière mettait en relief ses propres ombres. Ce qu'il révèle ensuite surprend même les plus avertis. Il admet que sa comparaison « Belle et la bête », il ne la maîtrise plus vraiment. Elle lui a échappé, dit-il, comme un mot lancé trop vite, trop fort, dans un moment où la colère, la frustration et la peur se mêlèrent étrangement dans son esprit. Il parle d'un dérapage révélateur, un moment où la ligne entre l'analyse et le règlement de compte personnel s'est brouillée. Et c'est là que se trouve peut-être le véritable secret que Zemmour tente enfin de mettre en lumière. Non pas un secret sur Adriana ou Christian, mais un secret sur lui. Un aveu que ces mots, parfois, ne sont pas des armes idéologiques, mais des cris. Des cris qui viennent de loin, d'un passé non résolu, d'une solitude qui s'étire, d'un besoin d'exister plus fort que tout. À mesure qu'il parle, le ton change. La posture du polémiste s'effrite. L'homme apparaît. Un homme qui, pendant des années, a projeté sur un couple lumineux ses propres tourments. Un homme qui a transformé deux êtres aimants en symboles, non pas pour les attaquer, mais pour cacher ce qu'ils n'arrivaient pas à affronter. Et soudain, un basculement. Comme si, en racontant enfin cette histoire dans sa complexité, il prenait une décision intime, discrète, mais immense. Regarder en face ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Reconnaître que certaines phrases, même prononcées par un homme public, naissent d'une crise personnelle. Admettre que les battements du cœur, les siens comme ceux des autres, ne se laissent jamais enfermer dans une logique froide. Et alors, une dernière question flotte, suspendue, prête à ouvrir la suite. Que se passe-t-il quand un homme habitué à frapper du poing sur la table découvre trop tard que c'est sa propre table qui se fissurait? Et c'est ici, au cœur de cette rupture silencieuse mais dévastatrice entre Adriana et Christian, que l'histoire bascule. Car tandis que le public découvre, en 2011, l'effondrement d'un couple qu'il croyait éternel, un autre homme observe, en retrait, cette fissure intime. Éric Zemmour lui-même. Et si aujourd'hui il revient sur cette histoire, c'est peut-être parce qu'elle résonne en lui d'une manière inattendue, presque dérangeante. Quand Adriana confie dans Paris Match que tout s'est joué sans le faire exprès, que l'amour s'est dilué dans le rythme effréné d'une vie, une vérité universelle surgit. Même les histoires les plus belles ne sont pas à l'abri de l'usure du temps, du changement, de ces glissements invisibles qui éloignent les êtres sans qu'ils ne puissent l'empêcher. Ces mots, d'une douceur tragique, portent une sagesse immense, la sagesse de celles et ceux qui ont aimé réellement, profondément, et qui savent que l'amour n'est pas toujours synonyme de permanence. Et peut-être que Zemmour, en scrutant cette rupture, y voit une leçon qu'il n'avait jamais osé regarder en face. Car depuis qu'il a lancé ses premières phrases polémiques sur le couple,
les choses ont changé. En lui, autour de lui, dans sa vie personnelle comme dans sa carrière. Il n'est plus seulement le chroniqueur tranchant des plateaux télévisés. Il est un homme qui porte le poids de ses propres décisions, de ses propres cassures. Les années de tumulte, les engagements politiques, les tempêtes médiatiques ont laissé des traces, visibles ou non. En parlant de la séparation des Carambeu, il ne raconte pas seulement la fin d'une histoire, il raconte ce moment que chacun traverse un jour, où il faut accepter que quelque chose se termine pour permettre à autre chose de naître. Adriana et Christian, malgré la douleur immense, ont fait ce choix. Se retirer, ne pas s'accrocher désespérément, ne pas transformer l'amour en un champ de ruines. Ils ont choisi la dignité du silence, la pudeur, la tendresse malgré tout. Deux êtres qui, même séparés, continuent de se protéger l'un l'autre dans leurs mots ou dans leur absence de mots. Et c'est précisément ce contraste, leur silence apaisé contre ces paroles tranchantes, qui force Zemmour à s'interroger. Pendant longtemps, il s'est abrité derrière la provocation, derrière la certitude que tout pouvait se dire, que tout devait se dire. Mais face à ce couple qui, même dans la rupture, incarne la douceur et le respect, il n'a plus d'espace pour se cacher. Une fissure s'ouvre en lui et avec elle, la possibilité d'une transformation. Ce qu'il semble découvrir, presque malgré lui, c'est que la vraie force ne réside pas dans la confrontation permanente, mais dans la capacité de reconnaître ses propres limites. Que la victoire n'est pas toujours dans le dernier mot, mais parfois dans celui que l'on renonce à prononcer. Lorsque Zemmour évoque la séparation des Carambeu aujourd'hui, son ton change subtilement. Il ne parle plus avec l'arrogance du polémiste, mais avec l'humilité de quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie perdre, ce que signifie laisser partir. Il reconnaît qu'à l'époque où il critiquait leur couple, il n'avait pas compris la complexité de ce qu'ils vivaient. Il n'avait pas compris qu'aimer ce n'est pas seulement être ensemble, mais aussi savoir se séparer, quand la vie impose des chemins différents. Ce moment-là, cette prise de conscience, marque peut-être la véritable renaissance intérieure d'Éric Zemmour. Non pas une transformation spectaculaire, mais un glissement lent, discret, intime. Une façon de regarder le monde avec un peu moins de rigidité, un peu moins de certitude et un peu plus de nuance. Car lorsqu'Adriana dit « J'aurais toujours envie de veiller sur lui », elle prononce une phrase que Zemmour lui-même n'avait jamais envisagée sous cet angle. Une phrase qui bouscule son rapport à l'amour, à la fidélité émotionnelle, à la mémoire. Pour elle, Christian reste un chapitre vivant, inscrit dans son cœur même si leurs chemins se sont séparés. Elle accepte la fin sans renier ce qui a été. Elle garde son nom comme on garde une photographie qui nous a construits. Et c'est cette philosophie, douce, mature, profondément humaine, qui vient heurter Zemmour. Lui qui, depuis des années, se bat dans l'arène publique, apprend soudain que la paix ne vient pas de la victoire, mais de l'apaisement, de l'acceptation, de la réconciliation avec soi-même. Il confie dans un murmure presque imperceptible qu'il a longtemps pensé que toute vérité devait s'imposer comme un coup de poing. Mais face à l'histoire des Carambeu, il découvre que certaines vérités ne s'imposent pas. Elles se déposent, elles s'apprivoisent, elles transforment. Et peu à peu, il se rend compte que ce qu'il appelle ses révélations ne porte peut-être pas sur les Carambeu, mais sur sa propre manière de voir la vie, sur son incapacité passée à accepter que les êtres changent, que les histoires évoluent, que l'amour ne se mesure pas à sa durée, mais à sa profondeur. Cette rupture, qui a brisé deux cœurs, devient pour lui un miroir où il voit non seulement ses excès, mais aussi sa possibilité de renaissance. Il reconnaît que le monde n'est pas une bataille constante, que les sentiments ne sont pas des arguments, que les couples ne sont pas des thèses sociologiques. Et dans cette révélation, quelque chose s'adoucit. L'homme polémique laisse place à l'homme tout court. Un homme qui admet avoir jugé trop vite, trop fort, trop haut. Un homme qui découvre, peut-être pour la première fois, la valeur de la douceur, de la nuance, du silence. Et alors émerge une dernière question, suspendue comme un fil entre passé et avenir. Et si, au fond, l'histoire d'Adriana et Christian Carambeu n'avait pas seulement brisé deux cœurs, mais avait ouvert chez un troisième homme la possibilité d'enfin comprendre le sien. Et maintenant que nous arrivons au terme de cette histoire, ou plutôt de ces histoires qui s'entrelacent sans jamais vraiment se confondre, une douceur étrange s'installe, comme le calme après une longue pluie. On comprend soudain que rien, ni les polémiques, ni les mots lancés trop vite, ni les blessures que chacun porte en silence, ne peut effacer ce que la vie
dépose au fond des êtres l'amour, la perte, la transformation, la fragile possibilité de renaître. Pour Adriana et Christian, la rupture n'a pas été un échec, mais un passage. Une traversée douloureuse, certes, mais nécessaire. Ils ont vécu 15 ans d'une intensité rare, 15 ans où leurs deux chemins se sont enlacés, soutenus, éclairés. Puis, un jour, ces chemins ont cessé de marcher au même rythme. Il n'y a pas eu de drame, pas de cris, pas de trahison. Seulement cette réalité universelle que chacun, tôt ou tard, apprend à reconnaître. Aimer profondément n'empêche pas d'arriver à un moment où il faut se dire adieu. Adriana, avec son immense délicatesse, l'a exprimé mieux que quiconque. Elle n'a jamais renié ce qu'ils avaient en construit. Elle ne l'a jamais réduit à une parenthèse ou à une illusion. Elle l'a honoré, comme on honore une époque de sa vie qui a fait de nous une personne meilleure. Et lorsque, aujourd'hui, elle dit qu'elle gardera toujours son nom, ce n'est pas par nostalgie, c'est par gratitude, par fidélité à ce qu'ils ont été ensemble, par respect pour l'homme qui a marqué son existence comme peu d'autres auraient pu le faire. Quant à Christian Carambeu, il s'est retiré dans ce silence qui le caractérise, ce silence intérieur où les cœurs blessés se reconstruisent lentement. Il ne s'est pas exprimé sur leur séparation, non par indifférence, mais par pudeur, par dignité. Comme si, pour lui, l'essentiel ne se disait pas. Il se vivait. Et c'est dans cette pudeur, justement, que se joue la plus grande leçon de cette histoire. La capacité d'accepter que l'amour ne se juge pas, qu'il ne s'explique pas toujours, qu'il n'a pas vocation à entrer dans des débats ou des discours. Il n'a besoin ni de polémique, ni de justification. L'amour est ce qu'il est, une force qui transforme, qui façonne, qui laisse en nous une trace indélébile, qu'il dure 15 ans, 3 ans, ou toute une vie. C'est peut-être en comprenant cela que d'une manière presque inattendue, Éric Zemmour a commencé à changer. Lui qui pendant si longtemps a regardé le monde par le prisme du conflit, de la confrontation, de la lutte idéologique, découvre ici une vérité qu'il avait ignorée. L'humain ne se mesure pas en concept. Les relations ne sont pas des théories. Les couples ne sont pas des symboles. Et ce qu'il croyait être une occasion de dénoncer une société était en réalité une fenêtre ouverte sur sa propre vulnérabilité. Le voir revenir sur cette histoire avec un ton plus apaisé, moins tranchant, moins péremptoire, révèle quelque chose d'important. C'est comme si, à travers le destin des Carambeu, il reconnaissait ses propres limites, comme si, en racontant leur rupture, il commençait enfin à regarder la sienne. Non pas une rupture amoureuse, mais une rupture intérieure, celle qui apparaît quand un homme réalise que ses batailles l'ont parfois éloigné de lui-même. Il évoque alors la renaissance, un mot qu'il n'aurait sans doute pas prononcé autrefois. Une renaissance non pas spectaculaire, mais intime. Une capacité nouvelle à écouter, à comprendre, à relativiser. Il sait qu'il a blessé, il sait qu'il a provoqué, il sait qu'il a parfois parlé pour masquer une faille, et aujourd'hui, il semble vouloir laisser derrière lui cette posture de dureté permanente pour accueillir un peu plus de nuances, un peu plus de silence, un peu plus de paix. Quand il parle de réconciliation, ce n'est pas avec les Carambeu, car ils n'ont jamais cherché à se battre avec lui. C'est une réconciliation avec lui-même, avec cette partie de son être qu'il avait laissée derrière, peut-être par excès de certitude, peut-être par peur, peut-être par fatigue. Et c'est là que réside la dimension la plus universelle de cette histoire. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, traverse cette zone fragile où nos certitudes se fissurent, où nos croyances se bousculent, où nos blessures anciennes se rappellent à nous. Chacun connaît cette sensation de perte, de changement, de transformation. Chacun connaît cette nécessité, parfois douloureuse, de se réinventer. La rupture des Carambeu, la polémique de Zemmour, les silences, les mots, les regrets, tout cela nous ramène en vérité à une seule question. Comment continue-t-on à avancer quand quelque chose en nous s'est brisé? Et la réponse, incarnée par Adriana, par Christian, et peut-être aujourd'hui par Zemmour lui-même, est simple, douce, profonde. On avance en acceptant. On avance en se pardonnant. On avance en laissant le passé éclairer le présent, sans lui permettre de l'assombrir. On avance parce que la vie, toujours, propose une seconde chance, même si elle ne ressemble jamais à la première. En écoutant cette histoire, peut-être qu'un souvenir revient en vous. Un amour que vous avez perdu, une décision que vous avez dû prendre, un chapitre que vous avez refermé avec peine,
Peut-être que cette vidéo vous renvoie à vos propres battements de cœur, à vos propres cicatrices, à vos propres renaissances. Et si c'est le cas, alors cette histoire n'aura pas été vaine, car elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les ruptures ne détruisent pas tout. Elles ouvrent, parfois, la porte à une forme plus douce de soi-même. Avant de conclure, je voudrais vous inviter, avec beaucoup de respect et de délicatesse, à faire vivre cette réflexion plus loin. Si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé une émotion, un souvenir, un élan de compassion, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti ou simplement à laisser un mot pour soutenir cette démarche humaine, sensible, sincère. Vous pouvez aussi liker la vidéo ou vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir d'autres histoires, d'autres destins, d'autres leçons de vie racontées avec la même attention, la même pudeur, la même volonté de comprendre ce qui nous relie les uns aux autres. Parce qu'au fond, nous sommes tous faits de ces mêmes fragilités, de ces mêmes forces, de ces mêmes élans. Et si nous les partageons, alors nous avançons ensemble, un peu plus loin, un peu plus serein, un peu plus humain.